Je m'appelle Catherine Potvin, je suis professeure à l'Université McGill, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'atténuation des changements climatiques et puis je pilote une initiative qui s'appelle Dialogue pour un Canada vert. Alors, les Dialogues pour un Canada vert, c'est un mouvement que je représente. Je m'imagine qu'on peut dire que c'est un mouvement citoyen, mais il y a ça de particulier que c'est un regroupement libre de chercheurs universitaires. C'est des chercheurs universitaires de partout au Canada, donc les 10 provinces. Et c'est multidisciplinaire, donc on a des ingénieurs, on a des gens dans les affaires, des chercheurs en affaires, on a des philosophes, des sociologues. Et c'est tout un groupe de chercheurs, 60, qui ont décidé de travailler ensemble pour écrire, s'entendre sur un plan d'action climatique. Alors, l'idée, c'était que le gouvernement de M. Harper peinait à éviter absolument que le Canada avance. On était fatigués d'entendre dire des choses comme « on ne peut rien faire, c'est trop tard, c'est pas possible ». Alors, nous, on s'est dit, bien, on va l'écrire, nous, le plan d'action climatique pour le Canada. Alors, c'est un projet qui a duré peut-être 3 ans, parce qu'il a fallu évidemment identifier tous ces chercheurs-là. Pour nous, c'était très important d'avoir autant d'hommes que de femmes, des jeunes, des vieux. Il y avait une représentation géographique. Et c'est évident que c'est un travail qui se faisait par-dessus le travail, parce que c'était vraiment une action citoyenne. Et donc, une fois qu'on a choisi les chercheurs, on a mis sur pied un processus de consensus pour identifier quels étaient, selon nous, les éléments les plus importants d'un plan d'action. Et ensuite, on a écrit un document. C'est intéressant, il y a 62 pages. On était 62, mais chacun n'a pas écrit sa page. C'est 62 pages écrites en consensus. Chaque virgule des 62 pages a été discutée et approuvée. Et une fois qu'on a écrit nos 62 pages, on a suivi la bonne tradition universitaire. Et on a envoyé ça à 10 évaluateurs externes qui n'avaient pas travaillé avec nous, qui ont tapé sur notre travail, qui l'ont brutalisé, qui nous l'ont redonné, on l'a reformaté, et ça a donné quelque chose qui s'appelle « Agir sur les changements climatiques, solutions d'universitaires canadiennes et canadiens ». La caractéristique de ce document-là, c'est que c'est quelque chose de très positif, qui se veut rassembleur. On a fait très attention de ne pas montrer personne du doigt, mais de chercher des solutions qui pouvaient convenir à toutes sortes de situations. Donc, c'est un petit peu un cadre d'analyse, un cadre d'action qui s'applique aux villes, aux provinces, aux pays, même aux individus. On a proposé 10 orientations stratégiques et on pense que c'est par là qu'on doit aller pour aller de l'avant. Il nous semble que l'attitude des scientifiques, et je m'inclus là-dedans, on a mis beaucoup d'emphase à dire l'Arctique fond, c'est l'horreur, le niveau des mers monte. Et ça, tout ce que ça fait, c'est encourager le désespoir. Puis le désespoir, lui, il encourage l'inaction. Et donc, finalement, ça fait l'affaire des lobbies pétroliers. Donc, nous, on voulait vraiment tourner la chose à l'envers et mettre en lumière toutes les opportunités qui viennent avec un tel changement. Parce que nous, on appelle à une transition de la société. Et cette transition-là, si on sait la prendre, on peut s'en servir pour améliorer plein d'autres choses qu'il y a dans la vie. Donc, c'est un document qui est extrêmement positif. Quand on a lancé notre document au mois de mars dernier, on a immédiatement ouvert ça pour recueillir des commentaires. Donc, on a lancé un appel à la société civile at large. On a ciblé certains domaines comme les syndicats, les Premières Nations, le monde des affaires, en leur disant, écoutez, ça c'est nous, des universitaires, voici ce qu'on pense, mais répondez-nous. Et en octobre cette année, on a lancé le 2e volet qui était la réponse. On a quand même eu 28 organismes de partout au Canada, Premières Nations, affaires, syndicats, etc., qui ont répondu à notre appel et qui ont lu nos propositions, puis qui ont rajouté, amélioré, bonifié, amplifié. On a un très bon texte sur l'investissement, très bon texte sur la décolonisation des changements climatiques, un texte formidable de Unifor, le plus grand syndicat au Canada, qui défend à la fois les travailleurs de l'auto de l'Ontario et puis
sable bitumineux. Donc, et qui dit, on est tanné, nous, d'être l'excuse pour ne pas aller de l'avant. Donc, on a créé un grand consensus autour de notre document de chercheurs et on a sollicité une rencontre avec la nouvelle ministre de l'Environnement du Canada et on veut lui soumettre ça en disant, nous, on pense que là, on a besoin d'un grand débat au niveau national. On a besoin de se repositionner face aux opportunités que cette redéfinition-là de notre société demande. Et donc, pour nous, c'était notre façon d'un peu de forcer que les choses avancent. Bonjour, moi c'est Hugo Séguin, j'enseigne à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Je suis fellow au Centre d'études sur les relations internationales de l'Université de Montréal, le CERIUM, et je suis un des initiateurs de l'élan global. Je suis venu ici au Musée de la civilisation pour parler de l'accord de Paris qui s'en vient dans 2 semaines. C'est quoi les grands enjeux pour l'accord de Paris, tout ça. À quoi on doit s'attendre, c'est quoi l'horizon d'attente, tout ça. Et j'ai expliqué c'était quoi les grands enjeux pour l'accord de Paris. Il faut trouver une façon à travers le monde de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui va empêcher que le climat s'emballe et qu'il y ait des catastrophes environnementales auxquelles on ne veut pas s'exposer. Ça, c'est un premier enjeu. L'autre enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait des impacts actuels des changements climatiques? Qui paye pour ça? Comment on se prépare à ça? Comment on est résilient comme société? Comment on paye quand un ouragan passe et puis détruit tout sur son passage? Et en climat, malheureusement, il y a des injustices. Une des injustices, c'est que les pays qui ont contribué le moins au problème sont ceux qui souffrent le plus et ceux qui ont le moins de ressources pour y faire face. Donc, l'enjeu de l'aide financière, des transferts financiers vers les pays les plus impactés, souvent les plus pauvres, soit pour s'adapter ou soit pour transformer leur économie vers l'économie verte, ça devient un enjeu très, très important pour l'accord de Paris. Je pense qu'il va y avoir un accord de Paris. Je pense qu'à Paris, je ne crois pas que ce sera un accord qui sera parfait. Je crois par contre que c'est un encadrement que la Terre va se donner, que les Nations unies vont nous donner pour permettre l'action au cours des prochaines décennies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je suis venu aussi pour expliquer que dans la lutte au changement climatique, il y a plusieurs fronts. Puis celui des négociations climatiques à l'ONU, c'est celui qui va le plus mal, selon moi. C'est celui qui est le plus difficile, qui est le plus ardu, qui est le plus frustrant, qui bouge le moins. Parce que quand on sort des salles de négociation, puis on regarde sur le terrain, on regarde partout dans le monde, si on cherche de l'action, on va en trouver de l'action. On va en trouver dans les villes, on va en trouver dans les provinces, dans les États, dans les collectivités, les individus sont en action, les familles sont en action. On n'attend pas le grand soir à Paris où on va signer le texte de l'accord de Paris pour être en action. Il n'y en a pas encore assez d'action, ce n'est pas encore au niveau qu'on l'espère, mais il y en a de l'action, il y en a de plus en plus d'action, il y a du momentum. Puis une des choses que j'ai voulu dire, c'est de dire qu'on peut tous y participer à ce momentum. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, des technologies énergétiques très intéressantes, des flux financiers maintenant qui délaissent les carburants fossiles, qui s'en vont vers les énergies renouvelables, qui sont vraiment captivantes et stimulantes quand on regarde ça. Il y a de plus en plus des citoyens qui, partout dans le monde, se mobilisent contre les projets d'exploitation ou de transport de carburants fossiles, du pétrole, du charbon, du gaz naturel, et qui se lèvent aussi pour dire ce qu'ils veulent comme société, ce qu'ils veulent comme type d'énergie ou comme façon de vivre à travers le monde. Puis ça, c'est encourageant. Oui. Alors, je suis Karel Méran, je suis un des co-auteurs de l'élan global. L'élan global est né de cette idée de dire il faut changer de direction. Il y a une nécessité de changer de direction, puis en même temps de changer la conversation qu'on a autour des questions de climat, autour des questions d'hydrocarbures, pétrole, charbon, gaz. Et l'élan global voulait essentiellement dire voici ce que nous croyons, quelles sont nos valeurs. Et la direction dans laquelle on se dirige, c'est en fait rien du développement pétrolier actuel, puis des changements climatiques qui vont littéralement mettre en cause les conditions de vie sur Terre. Rien de ça va se faire en notre nom. Et en plus, on veut demander de faire un élan vers une transition énergétique. Et cet élan-là, la seule façon d'y arriver, c'est de dire non au projet d'invasion du territoire du Québec par des projets de transport pétrolier, d'exploration, exploitation pétrolière. Donc, on voulait donner un élan. Et la première façon, c'est donc notre slogan qu'on s'est trouvé, c'est « Non et tout devient possible ». Et ensuite,
on dit, on ne fait pas que dire non à ce monde-là. On dit, il faut opérer la transition énergétique en réduisant notre consommation de pétrole. Il faut aussi désinvestir les combustibles fossiles. Donc, il faut opérer cette transition-là. Et ce n'est pas seulement qu'un enjeu économique, un enjeu scientifique, technique, un enjeu énergétique, c'est un enjeu moral. Et c'est pour ça que les gens qui ont signé Élan Global ont accepté de devenir objecteurs de conscience, de vraiment se positionner comme étant des gens, et on le dit dans l'Élan Global, nous allons combattre par tous les moyens pacifiques à notre disposition toutes les décisions qui vont mettre en péril finalement la vie sur Terre à travers justement les changements climatiques. Et c'est très important parce que la conversation, elle ne s'est pas faite au niveau moral, au niveau éthique jusqu'à maintenant. Et de plus en plus, c'est en train de se faire. Il y a des gens qui font de la désobéissance civile pour lutter contre les changements climatiques. On a vu même le pape François arriver et dire le problème qu'on a avec la destruction de l'environnement sur Terre, c'est la duplicité morale. Alors nous, on s'est dit, agissons en fonction de nos valeurs, faisons un manifeste qui est sans compromis, puis un manifeste qui va donner de la légitimité aux gens qui disent, les gens qui pensent comme ça, qui disent qu'il faut changer de direction, mais peut-être qu'ils se sentent un peu isolés, qui sentent que ce discours-là n'est pas légitime. Nous, par notre prise de parole, on a voulu rendre ce point de vue-là légitime pour les gens qui le pensent, puis éventuellement faire en sorte que ce point de vue-là devienne qu'il y ait de plus en plus de gens qui y adhèrent. Hein. Puis c'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil au refus global, parce que le refus global, à son époque, était un texte complètement révolutionnaire en 1948, une espèce de haut-le-cœur, de trop-plein. On était un petit peu dans cet état d'esprit-là quand on a écrit Élan global. Au final, on va terminer cette espèce de grand collectif-là qu'on a fait pendant un petit peu plus d'un an avec 200 personnalités de tous les milieux, tous les horizons au Québec, des scientifiques, des économistes, des artistes, des intellectuels, des universitaires, des élus de l'Assemblée nationale. On a même un élu au nouveau Parlement fédéral qui a signé Élan global. Donc, tous ces gens-là. Et en plus de ça, 38 000 personnes qui ont signé l'Élan global en ligne. Et pour nous, ça va au-delà de ce qu'on aurait pensé qu'on pouvait réaliser au départ quand on s'est réunis à quelques personnes en disant « bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Au final, moi, je pense que l'Élan global va léguer derrière lui une nouvelle, un document sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour l'avenir en disant « bien, voici, c'est un peu comme notre compas moral. Hein? C'est après avoir signé l'Élan global, si je le relis, techniquement, ça devrait me donner les valeurs, puis l'ancrage que j'ai besoin pour prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Alors, c'est peut-être ça que ça va nous laisser, l'Élan global, ça, puis plein de citoyens qui ont partagé la même soif de changement.